Il me traitait de folle. Jusqu'à ce que j'achète l'entreprise où il travaillait et leur fasse ça. Chapitre 1. Le mépris quotidien dans les couloirs grisâtres de l'Étoile filante. J'étais une anomalie. Une anomalie silencieuse, une graine plantée dans un sol aride, attendant son heure. Mon nom est Éléonore Dubois, et à cette époque, je n'étais qu'une ombre parmi les ombres, une employée brillante mais effacée, noyée dans la masse. Mes idées, mes intuitions, ces étincelles qui illuminaient mon esprit, étaient perçues comme des dérives, des fantaisies d'une âme trop sensible. Bernard, avec son sourire patelin et son regard faussement bienveillant, était le premier à lancer les pics. Encore une de tes lubies. Éléonore, tu vas finir par nous faire tous virer avec tes plans farfelus. Sa voix, toujours empreinte d'une fausse camaraderie, portait le poids du jugement. Sophie, elle, ne cachait pas son dédain. Ses rires discrets, ses murmures à l'oreille d'Antoine, le regard qu'elle me lançait par-dessus ses lunettes fines, tout cela était une symphonie de mépris. Elle est complètement à côté de la plaque, c'est Éléonore. On dirait qu'elle vit dans son propre monde. Antoine, le caméléon, se joignait souvent au cœur, cherchant l'approbation de ses pairs, sa propre conscience sacrifiée sur l'autel de la popularité. Faut pas l'écouter, Bernard, Sophie. Elle est un peu déconnectée. Ses mots, ses regards, ses sous-entendus, tissaient une toile d'araignée autour de moi. Il me traitait de folle, lentement, insidieusement, sapant ma confiance, mon estime de moi. Chaque idée novatrice que je proposais était accueillie par un haussement de sourcils, une moue sceptique, une remarque assassine déguisée en conseil. J'apprenais à me taire, à replier mes pensées sur moi-même, à observer. J'observais leur suffisance, leur médiocrité masquée par l'assurance, leur peur de l'originalité. Je sentais en moi une force qui grandissait, nourrie par cette injustice quotidienne. Une force silencieuse, patiente, qui attendait son heure pour éclater. La salle de réunion principale de l'Étoile filante était un de ces espaces conçus pour impressionner, mais qui finissait par étouffer. Les murs étaient d'un blanc clinique, les fauteuils en cuir noir rigide, et la longue table en verre poli reflétait les visages tendus des présents. C'était le théâtre de mes humiliations, le lieu où mes idées étaient systématiquement démantelées. Ce jour-là, l'atmosphère était encore plus lourde que d'habitude. Un nouveau projet, fruit de mois de travail acharné, de nuits blanches à esquisser des stratégies, devait être présenté. J'avais misé gros sur cette initiative, y voyant une opportunité de sortir de l'ombre, de prouver ma valeur. J'avais à peine commencé à dérouler mes diapositives, exposant avec passion les projections financières et le potentiel de marché, que Sophie m'interrompit d'un rire sec, presque un raclement de gorge. « Éléonore, sérieusement? Tu es sûre de tes chiffres? Parce que, franchement, ça ressemble plus à un conte de fées qu'à une analyse de risque. » Ses yeux, derrière ses lunettes fines, me transperçaient de moquerie. Antoine, assis à côté d'elle, hocha la tête avec une moue entendue. « Oui, Éléonore, on a tous bien compris que tu avais une imagination débordante. Mais là, on parle d'argent, pas de rêverie. Tes projections sont, disons, optimistes à l'excès. Tu as vraiment réfléchi aux conséquences. » Mon cœur se serra. Je sentis la chaleur monter à mes joues, le début d'une panique familière. Bernard, lui, observait la scène, un léger sourire aux lèvres, comme un spectateur appréciant un mauvais spectacle. Il ne dit rien, son silence étant une forme de consentement, une approbation tacite de leur cruauté. Je tentai de reprendre le fil, ma voix tremblant légèrement. Les risques ont été calculés, Sophie. Les données sont là. Quelles données, Éléonore? Rétorqua Antoine, se penchant en avant, son ton faussement condescendant. Celles que tu as sorties de ton chapeau? Parce que, de notre côté, les simulations montrent que ton projet est voué à l'échec. Il est irréaliste, franchement. Presque délirant. Le mot était lâché. Délirant. Il me traitait de folle, une fois de plus, mais cette fois, devant tout le monde. Les autres membres de l'équipe, jusqu'alors silencieux, commencèrent à murmurer, à échanger des regards entendus. Je me sentis soudainement nue, exposée, ridicularisée. Chaque mot qu'il prononçait était une flèche empoisonnée, visant à détruire ce qu'il restait de ma confiance. Sophie ajouta, avec un air de fausse pitié, « Écoute, Éléonore, on te le dit pour ton bien. Tu devrais peut-être te reposer un peu. Prendre du recul. Ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde de perdre pied. » Le poids de leurs regards, de leurs rires étouffés, devint insupportable. La salle de réunion, avec ses murs impersonnels, se transforma en une cage. J'étais piégée, acculée. L'injustice était si palpable, si violente, que je ne pouvais plus respirer. L'idée que j'avais mise tant de moi-même dans ce projet, que j'avais espéré qu'elle soit mon échappatoire,
se retournaient contre moi, me faisant sombrer davantage. Ma vision, mon ambition, tout ce qui faisait mon identité était réduit à néant, qualifié de folie par ces trois personnes qui ne voyaient que leur propre médiocrité. Je sentis une force nouvelle, différente de la peur, monter en moi. Ce n'était pas de la colère, mais une résolution froide, cristalline. Ils avaient franchi la ligne. Ils avaient fait de moi leur spectacle, leur bouc émissaire. Je ramassais mes notes, mes diapositives, mes mains tremblant moi maintenant, mais d'une tension contenue. Sans un mot, je tournai les talons et sortis de la salle. Les murmures me suivirent, mais ils semblaient déjà lointains, dénués de leur pouvoir habituel. Je traversai les couloirs grisâtres de l'étoile filante une dernière fois, non pas en vaincue, mais en guerrière qui venait de comprendre la véritable nature de son combat. Je ne pouvais plus rester ici. Le ridicule était insoutenable, l'injustice intolérable. Je quittais ce lieu, mais je n'étais pas vaincu. J'étais sur le point de renaître. L'humiliation de ce jour fut la dernière étincelle qui embrasa la détermination que je gardais enfouie. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, le catalyseur de ma métamorphose. Ils avaient voulu me briser, mais ils venaient, sans le savoir, de me libérer. La porte claqua derrière moi, un bruit sec qui résonna dans mon propre silence. Les couloirs de l'étoile filante n'étaient plus qu'un décor lointain, une scène de théâtre macabre dont je venais de quitter les planches. La rabbia, cette colère froide qui m'avait animé dans la salle de réunion, commençait à laisser place à un vide immense, une lassitude profonde. Le poids de leurs regards, de leurs mots, de leur mépris, pesait sur mes épaules comme une chape de plomb. J'avais l'impression d'avoir été vidé, dépouillé de toute substance. Je me suis réfugié dans mon petit appartement parisien, un cocon familier qui avait toujours été mon sanctuaire. Mais ce soir-là, même les murs familiers semblaient étrangers, empreints de la tristesse qui m'envahissait. Ma mère, Madame Dubois, m'attendait, son visage marqué par l'inquiétude. Elle avait perçu mon désarroi avant même que je ne prononce un mot. Ses yeux, remplis d'une sollicitude infinie, sondaient les miens, cherchant à comprendre le tumulte qui me déchirait. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie ?» demanda-t-elle, sa voix douce et tremblante. Les mots se bousculaient dans ma gorge, un flot de douleur et d'injustice. Je lui racontai tout, les humiliations répétées, les moqueries, l'accusation insidieuse de folie. Elle m'écoutait, son visage se fermant peu à peu, la compréhension remplaçant l'inquiétude. Quand je finis, elle me serra dans ses bras, me berçant comme si j'étais encore une enfant. « Il ne te mérite pas, Éléonore, » murmura-t-elle. « Tu es bien plus forte et bien plus brillante qu'ils ne le seront jamais. » Ces paroles étaient un baume sur mes plaies, mais la blessure était profonde. La confiance en moi, si durement acquise, était à nouveau ébranlée. Je savais que je ne pouvais pas me laisser abattre. L'idée de laisser Bernard, Sophie et Antoine triompher était insupportable. Il fallait agir. Le lendemain, je pris rendez-vous avec Maître Dubois. Il était mon avocat, un homme d'une grande sagesse et d'une loyauté sans faille, qui avait déjà eu affaire à mes adversaires dans le passé, lors d'une précédente affaire où leur manœuvre avait failli me coûter cher. Il m'accueillit dans son cabinet, un lieu empreint d'une sérénité rassurante. Je lui exposai la situation, les abus répétés, les preuves que j'avais patiemment rassemblées. Il écouta attentivement, son regard grave ne quittant pas le mien. « Éléonore, ce que tu décris s'apparente à du harcèlement moral caractérisé, » dit-il d'une voix posée. « Tu as des éléments solides pour entamer une procédure. Mais je vois aussi dans tes yeux une flamme différente. Une flamme qui ne demande pas seulement réparation, mais revanche. » Il avait raison. La douleur s'était muée en une détermination froide, une résolution implacable. Je ne voulais pas seulement être indemnisé. Je voulais qu'ils comprennent la portée de leurs actes, qu'ils paient pour le mal qu'ils m'avaient fait. Pour me changer les idées, pour trouver un peu de réconfort, je me réfugiai au Café des Artistes, un endroit que j'affectionnais particulièrement. L'atmosphère y était chaleureuse, animée par le brouhaha des conversations et le parfum du café fraîchement moulu. Assise à une petite table près de la fenêtre, je sortis mon cahier noir. Ce carnet, où je consignais méticuleusement toutes les preuves, toutes les humiliations, tous les abus, était devenu mon allié le plus précieux. Je relus mes notes, chaque ligne un rappel cinglant de ce que j'avais subi. Les dates, les faits, les paroles prononcées, les regards entendus, tout y était consigné avec une précision chirurgicale. J'analysais les schémas de manipulation, les stratégies de dénigrement mises en place par Bernard, Sophie et Antoine. Ce travail de documentation était une forme de thérapie, une manière de reprendre le contrôle sur mon propre récit. Chaque mot écrit était un pas de plus vers ma reconstruction, un acte de résistance face à ceux qui avaient voulu me réduire au silence. Le café, l'ambiance, la présence discrète de Maître Dubois qui me rejoignit plus tard,
Tout contribuait à me redonner des forces. Le chemin serait long, mais je savais désormais que j'étais sur la bonne voie. Le Café des Artistes, ce petit havre de paix niché au cœur du Marais, était devenu mon quartier général. L'arôme du café, mêlé aux effluves de viennoiserie chaude, emplissait l'air d'une douceur réconfortante. Assise à ma table habituelle, près de la fenêtre qui donnait sur une rue pavée, j'ouvrais mon cahier noir. Ce carnet, témoin silencieux de mes souffrances, était désormais l'instrument de ma résurrection. Chaque ligne griffonnée, chaque date annotée, chaque mot de mépris retranscrit, prenait un sens nouveau. Ce n'était plus seulement la trace d'un passé douloureux, mais la matière première d'un avenir que je comptais bâtir de mes propres mains. Maître Dubois, d'ordinaire si posé, avait cette étincelle dans nos regards qui trahissait son enthousiasme. « Éléonore, avait-il commencé, sa voix grave résonnant dans le murmure feutré du café, vous avez là bien plus que des preuves de harcèlement. Vous avez une cartographie détaillée des failles de cette entreprise, de ses dépendances, de ses points faibles. » Il avait pointé du doigt une série de chiffres, de projections que j'avais méticuleusement consignées, des données que Bernard, Sophie et Antoine avaient dédaignées, les qualifiant d'irréalistes. Ce que vous appelez vos rêves, mademoiselle Dubois, ce sont des stratégies commerciales viables. Et ce que vos bourreaux considéraient comme votre folie, c'est votre vision. L'idée germait, audacieuse, presque folle elle-même, mais ancrée dans une logique implacable. Pourquoi me contenter de demander réparation quand je pouvais reprendre ce qui m'avait été volé? Pourquoi me battre pour une indemnisation quand je pouvais acquérir l'outil même de mon oppression? L'entreprise. L'étoile filante. Le nom même me donnait des frissons, mais cette fois, ce n'était plus de peur. C'était l'anticipation d'un retournement de situation spectaculaire. L'acquisition, maître, avais-je murmuré, ma voix encore empreinte de l'émotion de la veille, mais déjà teintée d'une résolution nouvelle. Il faut que j'acquière l'entreprise. Il m'avait regardé, un léger sourire aux lèvres. C'est une ambition considérable, Éléonore. Mais pas impossible. Vous avez les compétences, l'intelligence et surtout une connaissance intime du terrain que personne d'autre n'a. Il nous faut des fonds. Beaucoup de fonds. Et une stratégie d'approche imparable. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Mon appartement, autrefois simple lieu de vie, se transforma en un véritable quartier général. Les murs se couvrirent de graphiques, de plans de marché, d'organigrammes. Le cahier noir, mon fidèle compagnon, était constamment ouvert, servant de bible à mon projet. Je me plongeais dans l'étude du marché, analysant les concurrents, identifiant les opportunités, affinant ma vision pour l'étoile filante, ou plutôt pour ce qu'elle deviendrait sous ma direction. Maître Dubois se chargea de sonder les réseaux financiers, d'identifier les investisseurs potentiels qui seraient sensibles à mon parcours, à ma détermination. Il me présentait des hommes et des femmes d'affaires, des capitaines d'industrie, qui, comme lui, voyaient au-delà des apparences, qui reconnaissaient la valeur brute de mon projet. Chaque rencontre était un défi, une occasion de prouver que mon délire était en réalité une stratégie mûrement réfléchie. Je leur présentais mon dossier, le projet Phoenix, comme je l'avais baptisé en secret, un plan audacieux pour redresser et transformer l'entreprise, en éradiquant la culture toxique qui y régnait. Le chemin était ardu, semé d'embûches et de doutes. Les sommes nécessaires étaient astronomiques, les démarches complexes. Mais à chaque obstacle, je me remémorais le visage moqueur de Sophie, le regard condescendant d'Antoine, le silence complice de Bernard. Leur mépris était le carburant de ma détermination. Ils m'avaient traité de folle, sous-estimé ma capacité à me relever. Ils allaient bientôt comprendre que ma folie était leur perte, et ma résilience, leur pire cauchemar. Le projet prenait forme, lentement mais sûrement, une idée audacieuse qui commençait à se matérialiser, portée par la conviction inébranlable qu'il était temps de reprendre le contrôle. Le café, l'atmosphère, la présence discrète de Maître Dubois qui me rejoignit plus tard, tout contribuait à me redonner des forces. Le chemin serait long, mais je savais désormais que j'étais sur la bonne voie. Le Café des Artistes, ce petit havre de paix niché au cœur du Marais, était devenu mon quartier général. L'arôme du café, mêlé aux effluves de viennoiserie chaude, emplissait l'air d'une douceur réconfortante. Assise à ma table habituelle, près de la fenêtre qui donnait sur une rue pavée, j'ouvrais mon cahier noir. Ce carnet, témoin silencieux de mes souffrances, était désormais l'instrument de ma résurrection. Chaque ligne griffonnée, chaque date annotée, chaque mot de mépris retranscrit, prenait un sens nouveau. Ce n'était plus seulement la trace d'un passé douloureux, mais la matière première d'un avenir que je comptais bâtir de mes propres mains. Maître Dubois, d'ordinaire si posé, avait cette étincelle dans le regard qui trahissait son enthousiasme. « Éléonore, avait-il commencé, sa voix grave résonnant dans le murmure feutré du café, vous avez là bien plus que des preuves de harcèlement.
Vous avez une cartographie détaillée des failles de cette entreprise, de ses dépendances, de ses points faibles. Il avait pointé du doigt une série de chiffres, de projections que j'avais méticuleusement consignées, des données que Bernard, Sophie et Antoine avaient dédaignées, les qualifiant d'irréalistes. Ce que vous appelez vos rêves, mademoiselle Dubois, ce sont des stratégies commerciales viables. Et ce que vos bourreaux considéraient comme votre folie, c'est votre vision. L'idée germait, audacieuse, presque folle elle-même, mais ancrée dans une logique implacable. Pourquoi me contenter de demander réparation quand je pouvais reprendre ce qui m'avait été volé? Pourquoi me battre pour une indemnisation quand je pouvais acquérir l'outil même de mon oppression? L'entreprise. L'étoile filante. Le nom même me donnait des frissons, mais cette fois, ce n'était plus de peur. C'était l'anticipation d'un retournement de situation spectaculaire. L'acquisition, maître, avais-je murmuré, ma voix encore empreinte de l'émotion de la veille, mais déjà teintée d'une résolution nouvelle. Il faut que j'acquière l'entreprise. Il m'avait regardé, un léger sourire aux lèvres. C'est une ambition considérable, Éléonore. Mais pas impossible. Vous avez les compétences, l'intelligence et surtout une connaissance intime du terrain que personne d'autre n'a. Il nous faut des fonds. Beaucoup de fonds. Et une stratégie d'approche imparable. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Mon appartement, autrefois simple lieu de vie, se transforma en un véritable quartier général. Les murs se couvrirent de graphiques, de plans de marché, d'organigrammes. Le cahier noir, mon fidèle compagnon, était constamment ouvert, servant de bible à mon projet. Je me plongeais dans l'étude du marché, analysant les concurrents, identifiant les opportunités, affinant ma vision pour l'étoile filante, ou plutôt pour ce qu'elle deviendrait sous ma direction. Maître Dubois se chargea de sonder les réseaux financiers, d'identifier les investisseurs potentiels qui seraient sensibles à mon parcours, à ma détermination. Il me présentait des hommes et des femmes d'affaires, des capitaines d'industrie, qui, comme lui, voyaient au-delà des apparences, qui reconnaissaient la valeur brute de mon projet. Chaque rencontre était un défi, une occasion de prouver que mon délire était en réalité une stratégie mûrement réfléchie. Je leur présentais mon dossier, le projet Phoenix, comme je l'avais baptisé en secret, un plan audacieux pour redresser et transformer l'entreprise, en éradiquant la culture toxique qui y régnait. Le chemin était ardu, semé d'embûches et de doutes. Les sommes nécessaires étaient astronomiques, les démarches complexes. Mais à chaque obstacle, je me remémorais le visage moqueur de Sophie, le regard condescendant d'Antoine, le silence complice de Bernard. Leur mépris était le carburant de ma détermination. Ils m'avaient traité de folle, sous-estimé ma capacité à me relever. Ils allaient bientôt comprendre que ma folie était leur perte, et ma résilience, leur pire cauchemar. L'appartement parisien, autrefois sanctuaire de ma solitude, était devenu le théâtre d'une transformation radicale. Chaque recoin était désormais dédié à la stratégie. Des feuilles volantes tapissaient le sol, des tableaux blancs recouvraient les murs, détaillant des projections financières, des analyses SWOT, des organigrammes prévisionnels. J'y passais des journées et des nuits entières, mon énergie décuplée par l'adrénaline du projet. Les investisseurs, d'abord sceptiques, étaient peu à peu convaincus par la clarté de ma vision et la solidité de mes analyses. Des financiers internationaux, habitués à repérer le potentiel là où d'autres ne voyaient que des risques, commencèrent à montrer un intérêt marqué. Je me souviens particulièrement d'une rencontre avec un consortium d'investisseurs asiatiques. Ils étaient réputés pour leur discrétion et leur acuité. J'avais préparé mon dossier avec une minutie obsessionnelle, chaque chiffre, chaque projection, chaque argument étant pesé et mesuré. J'avais même fait appel à un traducteur spécialisé pour m'assurer que chaque nuance de ma stratégie soit parfaitement comprise. Leurs questions étaient incisives, leur regard perçant, mais je répondais avec une assurance nouvelle, nourrie par la conviction profonde que mon projet était non seulement viable, mais révolutionnaire. Ils furent séduits par mon audace, par ma capacité à anticiper les évolutions du marché, et surtout par ma connaissance intime des rouages de l'étoile filante, cette connaissance acquise au prix de tant de souffrances. L'un d'eux, un homme d'âge mûr au visage impassible, hocha la tête en signe d'approbation après une longue présentation. « Mademoiselle Dubois, dit-il dans un français teinté d'un léger accent, votre approche est non conventionnelle. Mais le potentiel est indéniable. Nous sommes prêts à discuter des modalités. » Ce fut une victoire, une première pierre posée sur le chemin de ma revanche. Maître Dubois, qui assistait à ces rendez-vous avec une discrétion de tous les instants, me lançait parfois des regards de fierté contenue. Il savait, mieux que quiconque, le chemin parcouru depuis ses premières larmes versées dans mon appartement désert. Ce n'était plus seulement une affaire de justice, c'était une reconquête. Une affirmation de mon intelligence, de ma résilience, de ma valeur face à ceux qui avaient voulu me briser.
Le projet prenait forme, une idée audacieuse qui commençait à se matérialiser, portée par la conviction inébranlable qu'il était temps de reprendre le contrôle. L'appartement parisien, autrefois sanctuaire de ma solitude, était devenu le théâtre d'une transformation radicale. Chaque recoin était désormais dédié à la stratégie. Des feuilles volantes tapissaient le sol, des tableaux blancs recouvraient les murs, détaillant des projections financières, des analyses SWOT, des organigrammes prévisionnels. J'y passais des journées et des nuits entières, mon énergie décuplée par l'adrénaline du projet. Les investisseurs, d'abord sceptiques, étaient peu à peu convaincus par la clarté de ma vision et la solidité de mes analyses. Des financiers internationaux, habitués à repérer le potentiel là où d'autres ne voyaient que des risques, commencèrent à montrer un intérêt marqué. Je me souviens particulièrement d'une rencontre avec un consortium d'investisseurs asiatiques. Ils étaient réputés pour leur discrétion et leur acuité. J'avais préparé mon dossier avec une minutie obsessionnelle, chaque chiffre, chaque projection, chaque argument étant pesé et mesuré. J'avais même fait appel à un traducteur spécialisé pour m'assurer que chaque nuance de ma stratégie soit parfaitement comprise. Leurs questions étaient incisives, leur regard perçant, mais je répondais avec une assurance nouvelle, nourrie par la conviction profonde que mon projet était non seulement viable, mais révolutionnaire. Ils furent séduits par mon audace, par ma capacité à anticiper les évolutions du marché, et surtout par ma connaissance intime des rouages de l'étoile filante, cette connaissance acquise au prix de tant de souffrances. L'un d'eux, un homme d'âge mûr au visage impassible, hocha la tête en signe d'approbation après une longue présentation. « Mademoiselle Dubois, dit-il dans un français teinté d'un léger accent, votre approche est non conventionnelle. Mais le potentiel est indéniable. Nous sommes prêts à discuter des modalités. » Ce fut une victoire, une première pierre posée sur le chemin de ma revanche. Maître Dubois, qui assistait à ces rendez-vous avec une discrétion de tous les instants, me lançait parfois des regards de fierté contenue. Il savait, mieux que quiconque, le chemin parcouru depuis ses premières larmes versées dans mon appartement désert. Ce n'était plus seulement une affaire de justice, c'était une reconquête. Une affirmation de mon intelligence, de ma résilience, de ma valeur face à ceux qui avaient voulu me briser. Le temps filait, chaque jour apportant son lot de négociations tendues, de dossiers à peaufiner, de décisions à prendre. Le chemin était ardu, semé d'embûches et de doutes. Les sommes nécessaires étaient astronomiques, les démarches complexes. Mais à chaque obstacle, je me remémorais le visage moqueur de Sophie, le regard condescendant d'Antoine, le silence complice de Bernard. Leur mépris était le carburant de ma détermination. Ils m'avaient traité de folle, sous-estimé ma capacité à me relever. Ils allaient bientôt comprendre que ma folie était leur perte et ma résilience, leur pire cauchemar. L'appartement parisien, autrefois sanctuaire de ma solitude, était devenu le théâtre d'une transformation radicale. Chaque recoin était désormais dédié à la stratégie. Des feuilles volantes tapissaient le sol, des tableaux blancs recouvraient les murs, détaillant des projections financières, des analyses SWOT, des organigrammes prévisionnels. J'y passais des journées et des nuits entières, mon énergie décuplée par l'adrénaline du projet. Les investisseurs, d'abord sceptiques, étaient peu à peu convaincus par la clarté de ma vision et la solidité de mes analyses. Des financiers internationaux, habitués à repérer le potentiel là où d'autres ne voyaient que des risques, commencèrent à montrer un intérêt marqué. Je me souviens particulièrement d'une rencontre avec un consortium d'investisseurs asiatiques. Ils étaient réputés pour leur discrétion et leur acuité. J'avais préparé mon dossier avec une minutie obsessionnelle, chaque chiffre, chaque projection, chaque argument étant pesé et mesuré. J'avais même fait appel à un traducteur spécialisé pour m'assurer que chaque nuance de ma stratégie soit parfaitement comprise. Leurs questions étaient incisives, leurs regards perçants, mais je répondais avec une assurance nouvelle, nourrie par la conviction profonde que mon projet était non seulement viable, mais révolutionnaire. Ils furent séduits par mon audace, par ma capacité à anticiper les évolutions du marché, et surtout par ma connaissance intime des rouages de l'étoile filante, cette connaissance acquise au prix de tant de souffrances. L'un d'eux, un homme d'âge mûr au visage impassible, hocha la tête en signe d'approbation après une longue présentation. « Mademoiselle Dubois, dit-il dans un français teinté d'un léger accent, votre approche est non conventionnelle. Mais le potentiel est indéniable. Nous sommes prêts à discuter des modalités. » Ce fut une victoire, une première pierre posée sur le chemin de ma revanche. Maître Dubois, qui assistait à ces rendez-vous avec une discrétion de tous les instants, me lançait parfois des regards de fierté contenue. Il savait, mieux que quiconque, le chemin parcouru depuis ses premières larmes versées dans mon appartement désert. Ce n'était plus seulement une affaire de justice, c'était une reconquête. Une affirmation de mon intelligence, de ma résilience, de ma valeur face à ceux qui avaient voulu me briser. Le projet prenait forme,
Une idée audacieuse qui commençait à se matérialiser, portée par la conviction inébranlable qu'il était temps de reprendre le contrôle. L'appartement parisien, autrefois sanctuaire de ma solitude, était devenu le théâtre d'une transformation radicale. Chaque recoin était désormais dédié à la stratégie. Des feuilles volantes tapissaient le sol, des tableaux blancs recouvraient les murs, détaillant des projections financières, des analyses SWOT, des organigrammes prévisionnels. J'y passais des journées et des nuits entières, mon énergie décuplée par l'adrénaline du projet. Les investisseurs, d'abord sceptiques, étaient peu à peu convaincus par la clarté de ma vision et la solidité de mes analyses. Des financiers internationaux, habitués à repérer le potentiel là où d'autres ne voyaient que des risques, commencèrent à montrer un intérêt marqué. Je me souviens particulièrement d'une rencontre avec un consortium d'investisseurs asiatiques. Ils étaient réputés pour leur discrétion et leur acuité. J'avais préparé mon dossier avec une minutie obsessionnelle, chaque chiffre, chaque projection, chaque argument étant pesé et mesuré. J'avais même fait appel à un traducteur spécialisé pour m'assurer que chaque nuance de ma stratégie soit parfaitement comprise. Leurs questions étaient incisives, leurs regards perçants, mais je répondais avec une assurance nouvelle, nourrie par la conviction profonde que mon projet était non seulement viable, mais révolutionnaire. Ils furent séduits par mon audace, par ma capacité à anticiper les évolutions du marché, et surtout par ma connaissance intime des rouages de l'étoile filante, cette connaissance acquise au prix de tant de souffrances. L'un d'eux, un homme d'âge mûr au visage impassible, hocha la tête en signe d'approbation après une longue présentation. « Mademoiselle Dubois, dit-il dans un français teinté d'un léger accent, votre approche est non conventionnelle. Mais le potentiel est indéniable. Nous sommes prêts à discuter des modalités. » Ce fut une victoire, une première pierre posée sur le chemin de ma revanche. Maître Dubois, qui assistait à ces rendez-vous avec une discrétion de tous les instants, me lançait parfois des regards de fierté contenue. Il savait, mieux que quiconque, le chemin parcouru depuis ses premières larmes versées dans mon appartement désert. Ce n'était plus seulement une affaire de justice, c'était une reconquête. Une affirmation de mon intelligence, de ma résilience, de ma valeur face à ceux qui avaient voulu me briser. Le temps filait, chaque jour apportant son lot de négociations tendues, de dossiers à peaufiner, de décisions à prendre. Le consortium asiatique, fidèle à sa parole, avait mobilisé des fonds considérables, mais il fallait encore convaincre d'autres acteurs, des fonds d'investissement européens plus traditionnels, habitués à des approches plus conventionnelles. J'avais dû faire preuve d'une diplomatie sans faille, jonglant entre les exigences des uns et les réticences des autres, tout en maintenant le cap sur mon objectif ultime, l'acquisition de la majorité de l'étoile filante. Bernard, Sophie et Antoine, quant à eux, continuaient leur routine, inconscients de la tempête qui se préparait. Je les croisais parfois par hasard dans le quartier, leurs conversations légères, leurs rires moqueurs résonnant comme des échos lointains d'un passé que je m'efforçais d'enterrer. Ils me regardaient, si tant est qu'ils me remarquaient, avec l'indifférence réservée à une ancienne collègue sans importance, une ombre effacée. Cette ignorance était ma plus grande alliée. Elle me permettait de travailler dans l'ombre, de tisser ma toile sans éveiller les soupçons. Maître Dubois s'occupait de la partie légale, des montages financiers complexes, de la rédaction de contrats d'achat de l'entreprise, une montagne de paperasse qui symbolisait la concrétisation de mon rêve le plus fou. Chaque clause, chaque paragraphe était une victoire arrachée à l'injustice. L'offre agressive que nous avions formulée, soutenue par la puissance financière des investisseurs, avait pris de court le conseil d'administration. Les actionnaires minoritaires, lassés de la gestion chaotique et des résultats médiocres, voyaient en moi une alternative crédible, une chance de redresser la barre. Les tractations furent intenses, mais la détermination sans faille que j'avais développée, alimentée par le souvenir de leurs humiliations, me donnait une force insoupçonnée. Et puis, un matin, l'appel tant attendu de Maître Dubois retentit. Sa voix, d'ordinaire si posée, trahissait une émotion palpable. « Éléonore, dit-il, c'est fait. Vous êtes actionnaire majoritaire. Vous avez racheté l'étoile filante. » Le monde s'arrêta un instant. L'air devint plus dense, chargé d'une signification nouvelle. Les murs de mon appartement, témoins silencieux de mes efforts acharnés, semblaient respirer avec moi. J'avais réussi. L'inimaginable était devenu réalité. L'entreprise où j'avais été brisé, je venais de l'acquérir. Bernard, Sophie et Antoine étaient toujours là-bas, travaillant, se moquant, vivant leur petite vie, ignorant totalement que leur monde était sur le point de basculer. L'ironie de la situation était presque palpable. Eux qui m'avaient traité de folle, j'allais leur montrer ce que la véritable folie, celle de la vengeance calculée, pouvait accomplir. L'heure de la nouvelle direction avait sonné. Le téléphone vibra dans ma main. La voix de Maître Dubois, chargée d'une émotion contenue, résonna. « C'est fait. Vous êtes actionnaire majoritaire. »
Vous avez racheté l'étoile filante. Les mots me parurent irréels, flottant dans l'air chargé de l'odeur du café du marais. L'inimaginable venait de se concrétiser. L'entreprise qui avait été le théâtre de mes tourments, le lieu de mes humiliations, m'appartenait désormais. Bernard, Sophie, Antoine, ils continuaient leur petite vie, inconscients du cataclysme imminent. L'ironie était savoureuse. Eux qui m'avaient traité de folle allaient découvrir la véritable démesure de mes desseins. Quelques jours plus tard, l'air était électrique dans la grande salle de réunion principale de l'Étoile filante. L'annonce d'une assemblée générale extraordinaire avait semé une vague d'excitation mêlée d'appréhension parmi les employés. Bernard, Sophie et Antoine étaient là, bien sûr, drapés dans leur arrogance habituelle, s'attendant à une énième réunion routinière sur les résultats trimestriels. J'avais choisi cet instant précis, ce lieu symbolique de mes souffrances passées, pour orchestrer ma revanche. J'entrai dans la salle, non pas comme l'ancien employé effacé, mais comme une force tranquille, une présence nouvelle qui captait tous les regards. Mes pas résonnaient sur le sol poli, chaque pas étant une affirmation de mon retour. Maître Dubois se tenait à mes côtés, un pilier discret mais solide. Le silence s'installa, lourd, interrogateur. Les visages familiers se tournèrent vers moi, une lueur de surprise puis d'incrédulité se dessinant sur leurs traits. Bernard fut le premier à réagir, un sourire narquois étirant ses lèvres. « Tiens, Eleanor. On vient nous rendre une visite. Tu as enfin trouvé un emploi à ta mesure? » Sa voix était empreinte de ce mépris familier, mais aujourd'hui, elle sonnait creux, dénuée de son pouvoir d'antan. Sophie ricana à ses côtés, son regard balayant ma tenue sobre mais élégante, cherchant une faille, une raison de me mépriser encore. Antoine, lui, affichait un sourire poli, mais ses yeux trahissaient une gêne palpable. Eux qui m'avaient traité de folle allaient devoir faire face à la véritable démesure de mes desseins. Leur destin était désormais entre mes mains, et je comptais bien leur rappeler, avec la plus grande des précisions, le prix de leur mépris. Le silence était devenu une chose palpable, presque un troisième personnage dans cette pièce où l'air se faisait plus rare à chaque seconde. Bernard, Sophie, Antoine, leurs visages décomposés reflétaient la panique sourde qui commençait à les gagner. Ils s'attendaient à une présentation de stratégie, à une nouvelle ère de travail sous ma direction, mais pas à cela. Pas à la dissection clinique de leur turpitude. J'ai posé sur la table le dossier que j'avais préparé, le projet Phoenix, mais ce n'était pas lui qui allait occuper le devant de la scène aujourd'hui. J'ai sorti, avec une lenteur calculée, le petit carnet noir qui avait été le témoin silencieux de mes souffrances. Sa couverture usée semblait presque irréelle dans cet environnement aseptisé de la salle de réunion principale. « Vous m'avez traité de folle, » commençai-je, ma voix résonnant avec une clarté inhabituelle, une fermeté que je n'aurais jamais cru posséder autrefois. Vous avez ri de mes idées, discrédité mon travail, répandu des rumeurs insidieuses pour me miner. Vous avez transformé mon quotidien en un enfer. Je levai les yeux, croisant le regard de chacun d'eux, un par un. Bernard tentait de reprendre contenance, une grimace de dédain se dessinant sur ses lèvres, mais ses yeux trahissaient une nervosité croissante. Sophie détournait le regard, ses mains crispées sur le bord de la table. Antoine semblait pétrifié, incapable de soutenir mon regard. Mais la folie, voyez-vous, n'est souvent que la perception de ceux qui manquent d'imagination et de courage. Et le courage, il semble que vous en ayez tous cruellement manqué. J'ai ouvert le carnet. Les pages étaient remplies de notes, de dates, de faits précis. Bernard, continuai-je, me tournant vers lui, souvenez-vous de cette réunion du 14 mars. Vous m'avez interrompu à 3 reprises, m'accusant de manquer de professionnalisme parce que je proposais une approche différente. Vous avez ensuite suggéré, devant toute l'équipe, que mon stress était peut-être dû à des problèmes personnels. J'ai tourné une page. Sophie, le Domais, vous avez, accidentellement, renversé mon café sur les documents cruciaux que je devais présenter au conseil d'administration. Des documents que j'avais passé des semaines à préparer. Le lendemain, vous avez raconté à tout le monde que j'étais incapable de gérer la pression, que j'étais sur le point de craquer. Les murmures s'étaient intensifiés dans la salle. Les employés présents, ceux qui avaient été témoins silencieux de ces exactions, me regardaient avec une intensité nouvelle. Ils reconnaissaient les faits, les avaient vécus peut-être même. J'ai continué, ma voix ne faiblissant pas. Antoine, vous avez été mon plus fidèle allié dans la diffusion de mes idées folles. N'est-ce pas? Le 19 juin, lors du pot d'entreprise, vous avez fait le tour des tables, me décrivant comme une rêveuse déconnectée de la réalité, me comparant à une personnalité publique connue pour ses délires. J'ai refermé le carnet avec un bruit sec qui résonna dans le silence soudain. Ce ne sont là que quelques exemples, ai-je déclaré, ma voix empreinte d'une gravité nouvelle.
J'ai documenté chaque incident, chaque parole blessante, chaque acte de sabotage. Et je peux vous assurer que la liste est longue. Longue pour moi, et je soupçonne, pour bien d'autres ici présents. Vous avez bâti votre succès sur la destruction des autres. Vous avez créé une culture de la peur et du mépris. Mais cette culture, aujourd'hui, prend fin. Leur visage était devenu blême. L'arrogance avait laissé place à la peur. La folle, comme ils disaient, venait de leur présenter le compte-rendu de leur propre folie. Le silence qui avait suivi mes révélations sur le contenu du carnet noir était assourdissant. La salle de réunion, auparavant remplie d'une tension palpable mais contenue, vibrait maintenant d'une énergie nouvelle, celle de la consternation et de la prise de conscience. Les visages de Bernard, Sophie et Antoine, figés dans une horreur muette, étaient des masques de détresse pure. J'avais, avec une précision chirurgicale, disséqué leurs actes, leurs paroles, leurs manigances. Ce n'était plus une simple confrontation. C'était un procès public, une mise à nu de leur lâcheté et de leur cruauté devant l'ensemble du personnel, et plus important encore, devant des partenaires potentiels dont la présence avait été orchestrée avec soin. Bernard, continuai-je, ma voix empreinte d'une gravité nouvelle, chaque syllabe pesant son poids de vérité. Vous avez non seulement discrédité mon travail à plusieurs reprises, mais vous avez également orchestré une campagne de dénigrement, suggérant que mes compétences étaient remises en question en raison de prétendus problèmes personnels. Le 14 mars, lors de la réunion sur le projet Alpha, vous m'avez publiquement humilié, m'accusant de manque de professionnalisme pour avoir proposé une approche innovante. Votre objectif était clair, me faire passer pour instable, pour incapable de gérer la pression. Je fis une pause, laissant mes mots s'imprimer dans l'esprit de chacun. L'image de Bernard, autrefois si sûr de lui, se décomposait sous mes yeux, sa peau prenant une teinte grisâtre. Je me tournai ensuite vers Sophie. Sophie, votre rôle fut tout aussi déterminant. Le domaine, cet accident de café sur mes documents cruciaux n'était pas un hasard, n'est-ce pas? Le lendemain, votre propagande insidieuse, affirmant que j'étais sur le point de craquer, a semé le doute dans les esprits. Vous avez activement participé à la diffusion de rumeurs, transformant mon environnement de travail en un champ de mine. Sophie avait les yeux rivés sur le sol, ses mains serrant la table avec une force qui trahissait sa panique. Les murmures dans la salle s'étaient amplifiés, certains employés échangeant des regards entendus, reconnaissant peut-être les échos de leurs propres expériences. Enfin, je m'adressai à Antoine. Antoine, votre charisme n'a servi qu'à masquer votre manque de colonne vertébrale. Le 19 juin, lors du pot d'entreprise, vous avez été mon plus zélé détracteur, me comparant à des figures publiques instables, me qualifiant de rêveuse déconnectée. Vous avez profité de votre popularité pour amplifier le sentiment que j'étais une excentrique, une folle incapable de comprendre les réalités de l'entreprise. Antoine, pâle comme un linge, fixait le vide, son masque d'assurance définitivement brisé. Ces exemples, conclus-je, ma voix résonnant avec une clarté qui ne laissait aucune place au doute, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. J'ai documenté chaque incident, chaque parole blessante, chaque tentative de sabotage. Vous avez bâti votre carrière sur la destruction de celle des autres, créant une culture toxique de mépris et de peur. Aujourd'hui, cette culture prend fin. Ce procès public n'est pas une vengeance, c'est une démonstration. Une démonstration que la vérité finit toujours par éclater, et que ceux qui s'en prennent aux plus vulnérables finissent par être eux-mêmes exposés. La salle était silencieuse, mais ce silence était différent. Il était empli de la reconnaissance de la justice, de la puissance de la résilience. Leur regard, autrefois plein de moquerie, était maintenant empreint d'une profonde humiliation. Le silence qui s'était abattu sur la salle de réunion principale était lourd, chargé de l'écho de mes accusations. Les visages autour de la table, autrefois empreints d'une arrogance dédaigneuse, étaient maintenant marqués par une stupeur effrayée. Bernard, Sophie, Antoine, leurs noms résonnaient comme des condamnations dans mon esprit. J'avais vu la vérité se refléter dans leurs yeux, une vérité qu'ils avaient passé des années à dissimuler, à étouffer sous des couches de mensonges et de manipulation. La peur avait remplacé la suffisance. C'était le moment. Le moment de la conséquence, pas de la vengeance, mais de la justice immuable. Je me levai, ma démarche plus assurée que jamais. L'air semblait plus léger, comme si le poids de leur mépris s'était enfin dissipé. Mes yeux parcoururent la salle, s'attardant sur chaque visage, cherchant à capter l'impact de mes paroles. Les partenaires potentiels, assis un peu à l'écart, observaient la scène avec une attention mêlée de fascination et d'une certaine appréhension. Ils avaient été témoins de la dissection publique de leur comportement, et je savais que mon message avait porté au-delà des murs de cette pièce. « Bernard », dis-je, ma voix résonnant avec une autorité nouvelle, celle qui a repris le contrôle. « Vos méthodes ont été exposées.
Votre campagne de dénigrement, vos insinuations sur ma prétendue instabilité, tout cela est désormais connu. Je me tournai vers lui, le regard droit dans le sien. Votre rôle dans le sabotage de ma carrière est indéniable. Vous avez abusé de votre position, de votre influence. Par conséquent, je vous informe que votre contrat est résilié avec effet immédiat. Vous êtes prié de quitter ces locaux dans l'heure. Un hoquet étouffé s'échappa de Bernard. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Son visage, autrefois si expressif de sa suffisance, était maintenant une toile de panique. Il regarda autour de lui, cherchant un soutien qui ne viendrait pas. Les employés présents détournaient le regard, une forme de soulagement muet se lisant sur leurs traits. Sans attendre sa réaction, je me tournai vers Sophie. Sophie, votre participation active aux rumeurs, vos accidents opportuns, votre rôle dans la diffusion de mensonges, tout cela a été documenté. Vous avez activement contribué à créer un environnement de travail toxique, sapant la confiance et la collaboration. Je marquai une pause, la laissant mesurer la portée de ses actes. Votre emploi prend également fin aujourd'hui. Un courrier vous sera remis par la sécurité. Sophie laissa échapper un sanglot, ses mains se serrant sur le dossier de sa chaise. Les larmes coulaient sur ses joues, mais je ne ressentis aucune pitié. C'était le prix de ses actions, la conséquence de sa lâcheté. Enfin, mon regard se posa sur Antoine. Il était le plus pâle des trois, son assurance habituelle volatilisée. Antoine, votre charisme a servi à masquer une profonde absence de caractère. Votre participation, même passive, à ce harcèlement, votre adhésion aux moqueries et aux rumeurs, tout cela est inacceptable. Vous avez trahi la confiance que l'on pouvait placer en un collègue. Je pris une profonde inspiration. Vous êtes également démis de vos fonctions. Veuillez rendre vos effets personnels et quitter les lieux. Antoine hocha la tête, incapable de prononcer un mot. La honte et la peur se lisaient dans ses yeux. Il avait été le complice silencieux, celui qui avait amplifié la douleur par sa complicité passive. Je sortis de ma poche le contrat d'achat de l'entreprise, un document qui symbolisait ma victoire, ma résilience. Je le posai sur la table, le faisant glisser vers le centre. Pour ce qui reste, dis-je, ma voix retrouvant une douceur nouvelle, celle qui a surmonté l'épreuve. Ceci marque le début d'une nouvelle ère. Une ère de respect, d'intégrité et d'innovation. L'entreprise a un potentiel immense, et nous allons le réaliser ensemble, dans un environnement sain et bienveillant. Les partenaires potentiels se levèrent, un murmure d'approbation parcourant leur rang. Leur regard sur moi avait changé. Ce n'était plus de la curiosité, mais du respect. Ils avaient vu la femme qui avait été brisée, mais qui s'était relevée, plus forte que jamais. Bernard, Sophie et Antoine, leur réputation en lambeaux, leur carrière brisée, étaient les témoins silencieux de leur propre chute. Ils avaient sous-estimé la folle. Ils avaient appris, à leurs dépens, que la folie n'était souvent que la vision d'un avenir que les autres ne sont pas encore capables de comprendre. Leur visage défait, leur silhouette recroquevillée alors qu'ils quittaient la salle sous le regard des employés et des caméras discrètes, était le tableau vivant de leur déchéance. La puissance qu'ils avaient cherché à m'ôter, je l'avais trouvée en moi-même, et je l'avais utilisée pour rétablir l'équilibre. La salle de réunion était maintenant vide de leur présence oppressante, et l'air, enfin purifié, promettait un avenir différent. Le silence qui s'était installé après le départ de Bernard, Sophie et Antoine était différent. Ce n'était plus le silence lourd de la peur ou de la consternation, mais celui, plus léger, de la libération. Les employés restants me regardaient, un mélange d'incrédulité et d'espoir se lisant dans leurs yeux. J'avais vu leur souffrance, leur résignation, et je savais que mon combat n'était pas seulement le mien, mais celui de chacun d'entre eux. La salle de réunion, autrefois le théâtre de mes humiliations, allait devenir le berceau d'une nouvelle ère. Je pris une profonde inspiration, me sentant plus forte que jamais. L'expérience acquise, les épreuves traversées, tout cela avait forgé en moi une détermination inébranlable. À cet instant, je n'étais plus l'employée effacée, celle que l'on traitait de folle. J'étais Éléonore Dubois, la dirigeante, celle qui avait racheté l'Étoile filante pour la sauver de la toxicité qui l'avait gangrenée. L'eau, posée sur la table, était le symbole tangible de cette métamorphose. Mesdames, messieurs, commençai-je, ma voix résonnant avec une clarté nouvelle, empreinte d'une autorité tranquille. Ce que vous avez vu aujourd'hui n'est pas une fin, mais un commencement. Le passé, avec ses ombres et ses injustices, est derrière nous. Nous allons bâtir ensemble une entreprise où le respect, l'innovation et la collaboration seront les piliers fondamentaux. Je sentis les regards se faire plus attentifs, les corps se redresser légèrement. Il était temps de leur exposer ma vision, celle qui avait germé dans les moments les plus sombres,
celle qui allait redonner vie à l'étoile filante. Notre premier engagement sera envers vous, nos collaborateurs. Fini le temps où la peur dictait les comportements. Nous allons mettre en place des protocoles clairs et rigoureux pour prévenir toute forme de harcèlement, qu'il soit moral, psychologique ou sexuel. Des formations régulières seront dispensées et un système de signalement anonyme et sécurisé sera instauré. La bienveillance ne sera pas une option, mais une exigence. Je m'avançai vers la grande baie vitrée, contemplant le paysage urbain qui s'étendait à perte de vue. Paris, ville de lumière, de défis et de possibles. L'innovation sera notre moteur. Nous allons encourager la prise d'initiative, récompenser la créativité et surtout, écouter chaque idée, quelle que soit son origine. Vos talents, vos compétences, votre potentiel seront valorisés et développés. Nous allons créer un environnement où chacun se sentira libre d'exprimer son génie, sans crainte du jugement ou de la représaille. Je me retournai vers eux, un sourire sincère aux lèvres. La collaboration sera notre force. Nous sommes une équipe, et c'est unie que nous atteindrons nos objectifs. Les silos, la compétition malsaine, les manœuvres déloyales, tout cela appartient au passé. Nous allons favoriser le travail d'équipe, le partage des connaissances et la célébration des succès collectifs. Chaque victoire sera la nôtre. Les murmures dans la salle avaient cessé, remplacés par une attente palpable. Je savais que ces mots, aussi beaux soient-ils, devaient être soutenus par des actions concrètes. Dans les semaines à venir, nous allons restructurer certains départements pour optimiser notre efficacité et favoriser une meilleure synergie. Des plans de développement personnalisés seront proposés à chacun d'entre vous. Votre bien-être, votre épanouissement professionnel et personnel sont ma priorité absolue. Je sentis le poids des années de souffrance s'alléger un peu plus à chaque mot. C'était comme si une nouvelle page se tournait, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient partagé mon calvaire. L'idée de reconstruire l'étoile filante, sur des bases saines, sur des valeurs de respect et d'intégrité, me donnait une énergie nouvelle. Cette entreprise, autrefois le symbole de ma déchéance, allait devenir le monument de ma résilience. Les partenaires présents hochèrent la tête, leurs expressions témoignant d'une approbation silencieuse mais profonde. Ils avaient compris. Ils avaient vu la force de la vision, la clarté de l'engagement. La nouvelle ère avait véritablement commencé. Le silence avait laissé place à un murmure, un bruissement de feuilles sèches sous le vent glacial de la réalité. Bernard, Sophie, Antoine. Les trois figures autrefois imposantes de mon quotidien, désormais réduites à des spectres de leur ancienne gloire. Je les avais observés quitter la salle de réunion, leurs épaules voûtées, leurs regards fuyants. Ils étaient comme des statues démantelées, leurs piédestaux d'arrogance réduits en poussière. L'air était encore chargé de l'écho de mes mots, de la froideur implacable de mes décisions. J'avais demandé à Maître Dubois de les attendre à l'extérieur, non pas pour les affronter une nouvelle fois, mais pour qu'ils aient un point de contact, une dernière formalité avant leur sortie définitive. Une sortie qui marquait la fin d'une ère, celle où leur mépris avait régné en maître. Je me suis permis, un instant, de me replonger dans cette atmosphère étouffante, celle qui avait été mon quotidien pendant si longtemps. Bernard, l'architecte de mes tourments, ressemblait à un vieux lion déché. Ses cheveux grisonnants, habituellement impeccablement coiffés, semblaient maintenant en désordre, trahissant une agitation intérieure. Il avait toujours eu cette façon de me regarder, comme si j'étais une erreur de calcul, une anomalie dans son monde parfaitement ordonné. Maintenant, le calcul était le sien, et il était catastrophique. J'imaginais sa confusion, le déni qui devait se battre en lui. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il pu sous-estimer à ce point la folle qu'il avait tant cherché à discréditer? La peur devait remplacer sa suffisance habituelle, une peur profonde, celle de la chute, de la perte de contrôle. Sophie, quant à elle, semblait figée dans une incrédulité douloureuse. Ses traits, habituellement si expressifs de sa suffisance et de son mépris, étaient maintenant tirés, marqués par une tristesse sincère, ou peut-être par la panique de voir son statut s'effondrer. Elle avait été mon ombre, celle qui s'amusait de mes idées, qui les déformait pour mieux me blesser. Sa jalousie était palpable, mais elle avait manqué de la profondeur nécessaire pour anticiper ma réaction. Elle avait confondu ma résilience avec de la faiblesse. L'humiliation publique qu'elle avait orchestrée, elle la subissait désormais à son tour, mais avec une intensité décuplée. Le poids de sa lâcheté devait peser lourdement sur ses épaules. Et Antoine. Antoine, le caméléon, celui qui s'adaptait à tous les vents, celui dont le sourire avait souvent masqué l'absence de conviction. Il avait été le plus malléable, le plus prompt à suivre le mouvement, à se moquer pour ne pas être la cible à son tour. Sa participation, bien que moins active que celle de Bernard ou Sophie, avait été une trahison de la confiance. Je me souvenais de ses rires discrets,
de ses regards complices avec les autres. Il avait manqué de courage, de cette étincelle de rébellion qui aurait pu le sortir de l'ornière. Sa pâleur témoigne de la prise de conscience, de la réalisation que son conformisme lui avait coûté cher. Il était confronté à sa propre médiocrité, à l'absence de colonne vertébrale. Ces trois-là, 6/2, si convaincus de leur supériorité, étaient maintenant brisés. Ils avaient construit leur carrière sur le dénigrement, sur l'écrasement des autres. Ils avaient oublié que la roue tourne, que le pouvoir est éphémère, et que la véritable force réside dans l'intégrité et la résilience. Ils étaient aveugles à ma détermination, sourds à mes appels silencieux, et finalement, ils avaient récolté ce qu'ils avaient semé. Ce n'était pas une question de vengeance, mais de justice. Une justice que j'avais patiemment tissée, fil par fil, dans les moments les plus sombres de mon parcours. Le regret, je le sentais, devait maintenant les consumeurs, un regret amer de leur manque de clairvoyance, de leur cruauté gratuite, et surtout de la perte irrémédiable de leur statut. Ils avaient cherché à me faire passer pour une folle, mais c'est leur propre aveuglement qui les avait conduits à la folie de leurs actes. Et maintenant, ils devaient en payer le prix. Le silence qui avait suivi le départ de Bernard, Sophie et Antoine était différent. Ce n'était plus le silence lourd de la peur ou de la consternation, mais celui, plus léger, de la libération. Les employés restants me regardaient, un mélange d'incrédulité et d'espoir se lisant dans leurs yeux. J'avais vu leur souffrance, leur résignation, et je savais que mon combat n'était pas seulement le mien, mais celui de chacun d'entre eux. La salle de réunion, autrefois le théâtre de mes humiliations, allait devenir le berceau d'une nouvelle ère. Je pris une profonde inspiration, me sentant plus forte que jamais. L'expérience acquise, les épreuves traversées, tout cela avait forgé en moi une détermination inébranlable. À cet instant, je n'étais plus l'employée effacée, celle que l'on traitait de folle. J'étais Éléonore Dubois, la dirigeante, celle qui avait racheté l'Étoile filante pour la sauver de la toxicité qui l'avait gangrenée. Le contrat d'achat de l'entreprise, posé sur la table, était le symbole tangible de cette métamorphose. Mesdames, messieurs, commençai-je, ma voix résonnant avec une clarté nouvelle, empreinte d'une autorité tranquille. Ce que vous avez vu aujourd'hui n'est pas une fin, mais un commencement. Le passé, avec ses ombres et ses injustices, est derrière nous. Nous allons bâtir ensemble une entreprise où le respect, l'innovation et la collaboration seront les piliers fondamentaux. Je sentis les regards se faire plus attentifs, les corps se redresser légèrement. Il était temps de leur exposer ma vision, celle qui avait germé dans les moments les plus sombres, celle qui allait redonner vie à l'Étoile filante. Notre premier engagement sera envers vous, nos collaborateurs. Fini le temps où la peur dictait les comportements. Nous allons mettre en place des protocoles clairs et rigoureux pour prévenir toute forme de harcèlement, qu'il soit moral, psychologique ou sexuel. Des formations régulières seront dispensées et un système de signalement anonyme et sécurisé sera instauré. La bienveillance ne sera pas une option, mais une exigence. Je m'avançai vers la grande baie vitrée, contemplant le paysage urbain qui s'étendait à perte de vue. Paris, ville de lumière, de défis et de possibles. L'innovation sera notre moteur. Nous allons encourager la prise d'initiative, récompenser la créativité et surtout, écouter chaque idée, quelle que soit son origine. Vos talents, vos compétences, votre potentiel seront valorisés et développés. Nous allons créer un environnement où chacun se sentira libre d'exprimer son génie, sans crainte du jugement ou de la représaille. Je me retournai vers eux, un sourire sincère aux lèvres. La collaboration sera notre force. Nous sommes une équipe, et c'est unis que nous atteindrons nos objectifs. Les silos, la compétition malsaine, les manœuvres déloyales, tout cela appartient au passé. Nous allons favoriser le travail d'équipe, le partage des connaissances et la célébration des succès collectifs. Chaque victoire sera la nôtre. Les murmures dans la salle avaient cessé, remplacés par une attente palpable. Je savais que ces mots, aussi beaux soient-ils, devaient être soutenus par des actions concrètes. Dans les semaines à venir, nous allons restructurer certains départements pour optimiser notre efficacité et favoriser une meilleure synergie. Des plans de développement personnalisés seront proposés à chacun d'entre vous. Votre bien-être, votre épanouissement professionnel et personnel sont ma priorité absolue. Je sentis le poids des années de souffrance s'alléger un peu plus à chaque mot. C'était comme si une nouvelle page se tournait, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient partagé mon calvaire. L'idée de reconstruire l'Étoile filante, sur des bases saines, sur des valeurs de respect et d'intégrité, me donnait une énergie nouvelle. Cette entreprise, autrefois le symbole de ma déchéance, allait devenir le monument de ma résilience. Les partenaires présents hochèrent la tête, leurs expressions témoignant d'une approbation silencieuse mais profonde. Ils avaient compris.
Ils avaient vu la force de la vision, la clarté de l'engagement. La nouvelle ère avait véritablement commencé. L'atmosphère dans le bureau de la PDG était différente, imprégnée d'une quiétude nouvelle. Les cartons de déménagement, témoins silencieux de la purge, étaient désormais empilés dans un coin, attendant d'être évacués. Le silence n'était plus chargé de tension, mais de la promesse d'un renouveau. Assise à mon nouveau bureau, la vue panoramique sur Paris s'offrait à moi, non plus comme une simple toile de fond, mais comme un horizon à conquérir. Pourtant, malgré la victoire éclatante, une mélancolie subtile persistait. Le souvenir des années passées, de la solitude, des larmes versées en secret dans mon appartement, remontait par vagues. J'avais réussi, j'avais renversé la vapeur, j'avais prouvé ma valeur à ceux qui avaient tenté de me détruire. Mais le chemin avait été long, semé d'embûches et de doutes profonds. Je me rappelais les moments où j'avais failli abandonner, où le poids de leur mépris menaçait de m'engloutir. La lettre de licenciement abusive, ce bout de papier qui avait scellé mon départ, était rangée dans un dossier, une relique d'un passé que je refusais de laisser me définir. Elle avait été le catalyseur, le point de rupture qui m'avait forcé à trouver en moi une force insoupçonnée. Je ne ressentais aucune joie mauvaise à la chute de Bernard, Sophie ou Antoine. Une forme de tristesse émanait de leur déchéance, la constatation amère que des vies avaient été gâchées par la mesquinerie et la peur. Ils avaient été les architectes de ma souffrance, mais leur propre médiocrité avait finalement eu raison d'eux. Une douce lumière dorée filtrait à travers les vitres, baignant le bureau d'une chaleur réconfortante. C'était le crépuscule, le moment où le jour cédait la place à la nuit, une transition naturelle, paisible. Je fermai les yeux un instant, laissant le tumulte intérieur s'apaiser. La réconciliation avec moi-même n'était pas une affaire de triomphe bruyant, mais un cheminement intérieur, une acceptation profonde de mon parcours. J'avais été blessé, humilié, mais je n'avais jamais cessé de croire en ma propre valeur. Cette croyance, cette flamme intérieure, m'avait guidé à travers les ténèbres. Le projet Phoenix, nom que j'avais donné à ma stratégie de rachat, était plus qu'une simple revanche. C'était la création d'un nouveau départ, la construction d'un espace où la bienveillance serait la norme, pas l'exception. Un lieu où les idées seraient nourries, pas étouffées. Un environnement où chaque personne, quelle que soit sa position, serait traitée avec respect. L'entreprise, désormais sous ma direction, allait incarner ses valeurs. Les employés qui m'avaient regardé avec tant d'espoir dans la salle de réunion étaient la preuve vivante que ce changement était non seulement possible, mais nécessaire. Je pris une profonde inspiration, sentant l'air frais remplir mes poumons. Le passé était une leçon, pas une prison. J'avais appris, j'avais grandi, j'avais transformé la douleur en force. L'avenir s'ouvrait devant moi, un avenir que j'allais bâtir de mes propres mains, avec intégrité et détermination. Le chemin serait encore long, mais j'étais prête. Prête à diriger, prête à inspirer, prête à faire de l'étoile filante un phare d'excellence et d'humanité. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le parquet, mais dans mon cœur, une nouvelle aube se levait. Ma réconciliation avec moi-même était achevée. Le vrai travail, celui de construire, ne faisait que commencer. Ils me traitaient de folle. Jusqu'à ce que j'achète l'entreprise où ils travaillaient et leur fasse ça. Le bureau de la PDG, autrefois théâtre de mes tourments, est devenu le sanctuaire de ma résilience. Les années ont passé, non pas comme des saisons fugaces, mais comme des chapitres d'une vie réécrite. Je ne suis plus la jeune femme effacée qui subissait en silence, celle qu'ils qualifiaient de folle, avec un mépris teinté d'amusement. Aujourd'hui, je suis Éléonore Dubois, la dirigeante qui a redéfini l'étoile filante. Le nom même de l'entreprise résonne différemment désormais, chargé de la promesse d'un renouveau, d'une lumière qui a vaincu les ténèbres. La vue panoramique sur Paris, ce tableau vivant de lumière et d'ombre, n'est plus une simple décoration. C'est le reflet de mon propre parcours. Une ascension laborieuse, marquée par des moments de doute profond, mais illuminée par une détermination inébranlable. J'ai vu des jours où le poids de leur mépris menaçait de m'engloutir, où la solitude était ma seule compagne dans mon petit appartement parisien. Ces souvenirs, loin de me hanter, sont devenus les fondations de ma force. Ils me rappellent constamment d'où je viens et le chemin parcouru. L'histoire de ma prise de contrôle de l'étoile filante est devenue, malgré moi, une légende urbaine dans le monde des affaires. On la raconte dans les cafés, dans les réunions informelles, comme un conte moderne sur la revanche des opprimés. On dit que ma folie n'était autre qu'une vision avant-gardiste, une intelligence aiguë que Bernard, Sophie et Antoine, dans leur arrogance et leur aveuglement, n'avaient jamais su percevoir. Ils avaient cherché à m'éteindre, mais ils n'avaient fait qu'allumer une flamme plus vive. Mon ancien bureau, celui où j'avais été tant de fois humilié, est aujourd'hui un espace de travail fonctionnel, témoin silencieux de ma métamorphose. Les cartons de déménagement, vestiges de cette purge nécessaire,
ont été évacués depuis longtemps. La salle de réunion principale, théâtre de mon humiliation publique, a été réaménagée, transformée en un lieu propice à la collaboration et à l'innovation. Les murs, autrefois froids et impersonnels, sont désormais ornés d'œuvres d'art contemporain, symbole de la créativité que j'encourage. L'étoile filante prospère. Nos résultats financiers dépassent toutes les attentes et l'ambiance au sein de l'entreprise est radicalement différente. La peur a laissé place à la confiance, le cynisme à l'enthousiasme. Les employés, ceux qui avaient partagé mon calvaire, sont devenus les piliers de cette nouvelle ère. Leur regard, autrefois empreint de résignation, brille maintenant d'espoir et de fierté. Nous avons mis en place des protocoles stricts pour prévenir toute forme de harcèlement, et la bienveillance est devenue une valeur fondamentale, une exigence quotidienne. Je me souviens encore du jour où j'ai pris possession de ce bureau. La vue sur Paris était alors un horizon à conquérir. Aujourd'hui, elle est le symbole d'une bataille gagnée, d'une vision accomplie. Maître Dubois, mon fidèle allié, est toujours à mes côtés, son expérience et sa sagesse guidant mes décisions. Il a été le témoin privilégié de ma reconstruction, de la force que j'ai trouvée en moi lorsque tout semblait perdu. Ma mère, autrefois inquiète de ma santé mentale, admire aujourd'hui la femme que je suis devenue, la fierté remplaçant toute trace de doute. Bernard, Sophie et Antoine ont disparu de ce paysage. Leur chute fut rapide, leur réputation ruinée. Je ne ressens aucune joie malsaine à leur déchéance, seulement une profonde tristesse face à la manière dont leurs vies ont été gâchées par leur propre médiocrité. Ils ont été les architectes de ma souffrance, mais leur manque de clairvoyance et leur lâcheté ont scellé leur destin. La montre de luxe qu'Antoine m'avait offerte, symbole de sa superficialité, est rangée dans un tiroir, un rappel discret de l'hypocrisie qu'elle représentait. Le dossier « Projet Phoenix », celui qui contenait les prémices de ma stratégie de rachat, est aujourd'hui un monument à ma résilience. Il témoigne de la transformation d'une douleur profonde en une force motrice, d'une injustice subie en une leçon de vie. L'histoire d'Éléonore Dubois est celle d'une femme qui a refusé de se laisser définir par les autres, qui a choisi de croire en sa propre valeur, même lorsque le monde entier semblait la ruiner. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. L'étoile filante est désormais un phare, un exemple de ce qu'une entreprise peut devenir lorsqu'elle est bâtie sur des fondations solides de respect, d'intégrité et d'innovation. Ma folie était la vision d'un avenir meilleur, un avenir où la souffrance n'est pas une fatalité, mais une opportunité de grandir. Et aujourd'hui, cette vision éclaire le chemin, prouvant que la véritable force réside dans le courage de se relever, encore et toujours. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimeriez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.